wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. Est-ce que quelqu'un ici fait du kitesurf? Ah, ça c'était bien. Est-ce que quelqu'un ici savait ce que c'était que le kitesurf avant de voir la vidéo? Bon, pour ceux qui ne savaient pas, il y en a qui ne savaient pas, en gros on a une planche, une voile et on s'amuse avec. En kitesurf, il y a deux grosses sous-catégories entre guillemets. Donc il y a le twin tip avec une planche rectangulaire normale qui est un peu comparable à une planche wakeboard. Et on a le strapless. Donc le strapless c'est une planche de surf et comme vous avez vu là, on n'a pas les pieds attachés à la planche. Donc quand on saute et qu'on fait les figures, c'est le vent en fait qui vient plaquer la planche sur les pieds. Donc certaines figures on attrape la planche, d'autres non. Et c'est justement là la difficulté, c'est de réussir à garder la planche au pied. Donc moi je me présente en quelques mots. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Camille Delanois, je viens de Préa au Brésil et je suis le tour mondial des championnats du monde. Donc moi j'ai commencé le kite il y a 6 ans, quand j'avais 10 ans. Et depuis maintenant 3 ans, donc, je suis ce tour mondial. Donc l'année dernière j'ai fini meilleur jeune sur les championnats du monde. Cette année j'ai fini 7e au classement général, toujours meilleur jeune. Et meilleur français. Donc, en parallèle de ma carrière de kitesurf, je continue mes études, parce que j'ai obtenu mon bac S en juin dernier, et encore cette année je continue parce que je suis conscient que je n'aurai pas tout le temps 18 ans et que je ne pourrai pas faire ça pendant encore 30 ans, donc il va falloir que je prépare un peu l'avenir, et je n'ai pas forcément aussi envie de faire du kitesurf pendant encore 10 ans, donc pour ça je continue les études pour vraiment préparer mon avenir. Moi, ce que j'essaie donc le plus possible dans ma vie, donc que ce soit dans ma carrière de kitesurf pro ou dans mes études, c'est de performer un maximum, bien sûr, mais aussi de prendre du plaisir, parce que je pense que quand notre passion devient notre métier, on n'a plus à travailler un seul jour de sa vie. Vous avez déjà dû entendre ça des dizaines de fois, mais je trouve que ça s'applique vraiment bien à mon cas. Autre chose que moi j'adore faire, c'est des voyages. Donc j'adore voyager, découvrir de nouvelles personnes, des nouveaux endroits, des nouvelles choses. Et c'est quelque chose qui s'allie vraiment bien avec ma carrière de kitesurfer, parce que par exemple, à titre d'exemple, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai fait plus de 150 000 km l'année dernière en avion, j'ai visité 12 pays, et j'ai fait énormément de rencontres différentes. Et c'est quelque chose qui est très bénéfique de voir un peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Donc, je vous ai présenté un peu qui j'étais, ce que je faisais, et maintenant je vais vous parler des wingman. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non? Non. Ok. Un wingman, pour faire court, en fait, c'est un mentor, c'est la même chose. Ça va être celui qui va vous supporter, qui va vous aider, qui va être à vos côtés dans la vie de tous les jours et au quotidien. Par exemple, dans un sport collectif, ça va être l'ailier, ça va être celui qui va vous faire la passe avant de marquer. Donc le kitesurf, c'est un sport individuel, hein, comme vous avez vu, on est tout seul au bout du kite, on est tout seul sur l'eau, tout seul sur la planche. Mais malgré tout ça, j'ai quand même mes wingmen qui m'aident dans ma vie de tous les jours, au quotidien, et qui me supportent. Donc le premier wingman dont je voudrais vous parler, il s'appelle Charles. Donc Charles, c'est un designer de planche qui travaille chez F1. F1 donc, qui est un de mes sponsors dont je reparlerai un peu plus tard. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il me dessine les planches vraiment comme je le souhaite, il fait ce que je veux. Donc si je lui demande une planche un peu plus comme ça, il va me le faire directement. Sachant qu'en kitesurf, comme dans tous les sports à haut niveau, le matériel est vraiment très important et ça joue beaucoup. Et tout petit point peut vous faire gagner ou peut vous faire perdre. Donc c'est vraiment pas mal d'avoir quelqu'un comme ça derrière, où on peut compter, qui nous fait tout ce qu'on veut et quelque chose qui soit adapté à mon style de navigation. Des wingmen comme Charles, j'en ai des dizaines, et je pense que je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures. Moi aujourd'hui, j'ai essayé de me concentrer sur 4 wingmen, donc les plus importants, ceux qui sont vraiment avec moi au quotidien et qui me supportent. Donc le premier wingman dont je voudrais vous parler, il s'appelle Ranald. Donc Ranald, il est là depuis le début. Donc lui, il a 47 ans et il est là depuis que je fais du kite, donc depuis que j'ai 12 ans.
quand je lui ai parlé, donc, il y a quelques années, de vouloir faire du kite à haut niveau, donc plus faire ça entre guillemets en tant que kiter du dimanche, mais faire ça en compétition, il a tout de suite adhéré à l'idée, et ce qui n'était pas forcément facile parce qu'on peut, n'importe qui fait un peu de sport dans un club, n'importe, veut un jour devenir professionnel ou être super bon ou être super fort, et c'est pas parce qu'on veut qu'on a les capacités, la motivation et tout ça. Et donc quand je lui ai dit, j'avais forcément pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Et il a quand même cru, il me soutient donc aujourd'hui, et depuis ce temps-là, dans mes entraînements de kitesurf, dans un premier temps, parce que à titre d'exemple, je passe entre 4 et 6 heures par jour dans l'eau à m'entraîner en kite. Et donc c'est quelque chose déjà qui n'est pas forcément facile, parce que c'est long, 6 heures, faut y aller. Et aussi ça peut être 6 heures qui peuvent servir à rien. Parce que si on va 6 heures dans l'eau et on fait des allers-retours comme ça, et qu'on n'essaye rien de nouveau, on sort de l'eau et on n'aura juste pas perdu 6 heures, parce qu'on sera peut-être amusé, mais on n'aura rien appris de nouveau. Et donc lui, il m'aide vraiment à essayer des nouvelles figures, à me pousser, à me dire tiens, essaye ça. Donc c'est pas forcément drôle, parce que des fois je peux passer 6 heures dans l'eau, et c'est toujours la même figure, et à tomber toujours sur la même figure. Mais c'est nécessaire pour justement pouvoir progresser. Donc en plus de ces plusieurs heures que je passe par jour dans l'eau, je fais de l'entraînement physique à côté. Donc souvent je le fais après ma session de kite, je suis entre 1 ou 2 heures par jour, 5 fois par semaine. Et donc pareil, quand on a fait 6 heures de kite par jour et qu'on rentre chez soi, et qu'il est 18 ou 20 heures, on a envie de tout faire sauf se changer et repartir faire du sport derrière. Et lui, il me pousse aussi là-dessus, donc c'est lui qui a établi mon programme d'entraînement physique, et c'est lui qui m'aide vraiment justement à me pousser et à pas lâcher, parce qu'on peut le faire pendant une semaine, on peut le faire pendant 2 semaines. Mais après, je pense qu'au bout d'un mois, on ne peut plus tenir, quand on en a marre et on fait de moins en moins de choses, et à la fin on finit par plus rien faire. Il m'aide aussi vraiment à aller vers l'inconnu, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je fais énormément de pays, je fais énormément de destinations différentes. Et il y a 3 destinations pour les kiteurs professionnels pour lesquels ils vont s'entraîner. Donc il y a le Brésil, où j'habite, il y a le Cap-Vert et le sud de l'Espagne, à Tarifa. C'est un peu les 3 destinations où tous les pros vont s'entraîner. Et du coup, moi j'ai eu, parce que les conditions sont vraiment très bien là-bas, et moi j'ai eu un peu une réflexion inverse, entre guillemets, où je me suis dit, si je vais m'entraîner dans des endroits où les conditions sont moins bien, donc pas tout le temps forcément, je m'entraîne dans les 2 types de conditions, mais si j'essaie de varier le plus possible les conditions, ça va me permettre de progresser justement dans ces conditions qui sont moins bien. Et quand j'arriverai en compétition, donc je serai meilleur dans ces conditions qui sont moins bonnes. Donc, par exemple, là, il y avait quelques mois, j'étais dans le nord de l'Allemagne, vraiment au nord de l'Allemagne pour une compétition de kitesurf. Et le spot était pourri, il faisait froid, il pleuvait, enfin, ils ont organisé ça là-bas juste parce qu'il y avait des sponsors et il y avait de l'argent. Et que ça soit à l'île Maurice, les étapes, ou que ça soit au Brésil, ou que ça soit dans le nord de l'Allemagne, c'est quand même une étape de championnat du monde, le prize money il est identique, et le nombre de points à marquer pour le classement général il est identique. Donc il faut quand même réussir à rester motivé pour des étapes comme ça, et c'est pas forcément facile, parce que moi j'avais vraiment aucune envie d'y aller, mais ça vaut exactement le même nombre de points, que les conditions soient super bonnes ou que les conditions soient super mauvaises. Et quand on s'est entraîné justement dans des conditions comme ça qui ne sont pas forcément faciles, quand on arrive, on est avantagé. Un dernier point sur lequel il m'aide vraiment, c'est un support technique. Donc comme je vous ai dit, je passe plusieurs heures par jour à m'entraîner physiquement et en kite sur l'eau. En parallèle, je continue mes études, donc je travaille. Et à côté, il faut que je gère la communication, il faut que je gère la relation avec mes partenaires, donc par exemple là AFD, et ça me prend du temps. Donc par exemple, je suis venu ici à Paris, donc ça me prend une semaine. Après, c'est quelque chose qui se prépare aussi un peu à l'avance, donc ça m'a pris un peu de temps. Gérer la communication, parce que je suis bien actif sur les réseaux sociaux, et je fais des vlogs, je sors des vidéos, je mets des photos, ce genre de choses. Donc ça prend pas mal de temps. L'organisation des trips, prendre les billets d'avion, réserver les hôtels, tout ça, à la fin, en fait, ça a beaucoup de choses à faire. Et je ne pourrais pas le faire tout seul, parce que dans une journée, il y a 24 heures, donc normalement, c'est incompressible. On a beau se lever tôt et se coucher tard, et à un moment, on ne peut pas
il ne peut pas tout faire, donc lui, ouais, ce qu'il fait, il va prendre les billets d'avion, réserver les hôtels, et répondre à des interviews, ce genre de choses. Donc ça peut paraître un peu impersonnel, parce que c'est pas moi qui réponds à l'interview, et après je retouche un peu à ma façon. Mais ça m'aide vraiment, et je ne pourrais pas tout mener de face comme ça, que ce soit la communication, relation avec les partenaires, mes entraînements, parce que ça fait trop de choses, et s'il y a quelque chose qui va moins bien, après tout descend. Parce que si je ne gère pas bien ma relation avec le sponsor, il n'y a plus d'argent qui rentre, je ne peux plus partir m'entraîner, et le niveau descend, et du coup tout descend. Et donc c'est vraiment bien qu'il soit là justement pour m'aider sur ce point technique. Ah oui, aussi, je ne vous ai pas dit, mais Reynald, c'est aussi mon père. Donc je ne sais pas si autour de vous, vous avez une personne qui vous a aidé, qui vous a poussé, et qui a cru en vous, qui était là au début de tout. Moi, pour moi, cette personne, elle s'appelle Mitou Montero. Donc même si vous ne faites pas de kitesurf, si vous connaissez un peu le monde du kite, donc, je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Non? Ok. Bon. Mitou Montero, c'est une légende, je dirais, entre guillemets, du strapless. C'est un capverdien. Lui est dans le monde du kite depuis très très longtemps, depuis maintenant plus de 15 ans, et c'est lui qui a vraiment démocratisé ma discipline, c'est lui qui a inventé les figures, c'est lui qui était au point de départ de tout, donc du strapless. Et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de commencer à me mettre à fond dans le strapless. Et pas en faire justement, comme je vous ai dit, en tant que kiter du dimanche, mais aller vraiment dans un objectif de compétition. Donc moi, Mitou, je l'ai rencontré maintenant il y a 3-4 ans, je dirais, au Brésil, quand il est venu s'entraîner sur mon slot. Et il a vu mon niveau, il avait l'âge que j'avais, et il a vu que j'étais quand même assez motivé. Et donc il a dit, peut-être tu pourrais commencer un peu la compétition sans d'un coup suivre tout le temps mondial, parce que j'étais jeune encore, et à l'époque j'avais pas le niveau. Mais voilà, c'est vraiment lui qui a été au point de départ de tout ça, parce que dans vos parents qui vous disent, ah tu peux le faire, vas-y, ça va être bien et tout. Si quelqu'un de son entourage, je trouve que ça a quand même moins de poids que quand c'est Mitou, qui a été plusieurs fois champion du monde, qui est une star de la discipline. Si la plupart des gens qui font du kite, on leur demande de citer un kiter, ils vont vous répondre Mitou Montero. Donc quand c'est quelqu'un comme ça qui vous dit, tout de suite ça a plus de poids et on réfléchit à ça. Donc comme je vous ai dit, le kitesurf jusqu'ici pour moi c'était un sport individuel. Quand j'ai rencontré Mitou, j'ai vraiment découvert qu'on pouvait partager quelque chose autour de ça. Parce que c'est vraiment devenu mon mentor, il m'aide vraiment dans tout ce qui est technique en soi sur l'eau, sur essayer des nouvelles figures, me pousser à essayer des nouvelles choses et tout ça. Parce que lui, il est toujours sur le tour mondial, mais il régresse un peu. Il a 32 ans maintenant. Comme je vous ai dit, je ne parle pas de kite pendant 30 ans, et lui il commence à régresser un peu, le niveau baisse, et le physique aussi, du coup. Il commence à se blesser un peu et tout ça. Donc ma discipline, mon sport a tendance à aller vers des choses qui vont plus haut, qui vont plus vite et qui sont plus engagées, et que lui du coup peut pas forcément faire parce qu'il n'a pas le physique pour. Donc lui il a par contre des idées de figure, des choses comme ça, donc lui il peut pas faire, mais il me dit bah tiens essaie ça, peut-être que ça peut marcher. Des fois j'essaie des figures et ça marche pas du tout, et les premiers essais je vois que c'est pas possible. Et des fois j'essaie des figures, j'y arrive pas non plus les premiers essais, mais je me dis tiens, peut-être qu'il y a une idée, qu'il y a quelque chose à faire. C'est vraiment sur ce point-là que Mitou m'aide en me poussant à essayer des nouvelles figures et tout ça. Donc, comme je vous ai dit, il a énormément d'expérience, puisqu'il suit le tour mondial depuis maintenant une dizaine d'années. Il me donne plein de petits conseils, donc c'est pas des conseils forcément à ce niveau-là qui révolutionnent la discipline, parce que tout le monde fait un peu les mêmes choses, mais c'est plein de petites choses qui, mis bout à bout, en fait, finissent par faire un grand tout, et c'est vraiment la relation que j'ai avec lui est vraiment, vraiment bénéfique. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre mail, un autre mentor, et c'est Raphaël. Donc Raphaël Salle, c'est celui qui a monté F1, donc comme je vous en parlais avant, c'est mon partenaire
donc partenaire de matériel de kitesurf. F1, c'est la première marque française sur le marché du kite et c'est la troisième marque sur le marché mondial. Donc c'est une marque qui est quand même relativement importante. Moi j'ai reçu un mail de F1 maintenant il y a 2 ans qui me proposait d'intégrer justement la team internationale. Et pour moi c'était un rêve de gosse qui se réalisait parce que tous les magazines que je lisais, les photos que je voyais passer et tout ça, c'était pour la plupart des riders et donc des riders F1. Et maintenant j'allais en faire partie, donc j'étais vraiment super content. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est vraiment important, je pense, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, parce que plus particulièrement en kite, si on ne rencontre pas la bonne personne au bon moment, on est condamné entre guillemets à ce que j'appelle rester la star de sa plage. Donc on est très bon sur sa plage, tout le monde nous connaît, on est le meilleur de sa plage, mais il n'y a pas quelqu'un un jour qui va venir nous voir et qui va nous dire bah tiens, je t'emmène un truc là, t'entraîner avec les meilleurs pour progresser, tout ça. Et du coup, on a beau être très bon sur sa plage, on reste sur sa plage et on ne fait pas de compétition mondiale, on ne connaît rien d'autre. Et du coup, la carrière s'arrête là, elle n'a même jamais commencé. Et je pense que Raphaël, à travers F1, il m'a vraiment justement aidé à me sortir de cette plage. Premièrement, en me faisant connaître à tous les magazines et toutes les organisations qui sont liées au kitesurf, donc que ce soit le Tour mondial, différentes associations et tout ça. Parce que pour avoir une bonne couverture médiatique en kitesurf, c'est pas forcément facile, parce qu'il y a beaucoup de pratiquants. Donc un des moyens, c'est de passer dans les magazines, avoir des interviews, faire des couvertures, des pages, ce genre de choses. Moi je l'avais essayé, donc j'avais fait de belles photos avec un photographe, j'avais préparé un super mail, super long, super bien, que j'ai envoyé à tous les magazines, que ce soit nationaux ou internationaux. Et j'ai jamais eu de retour, même pas un retour en me disant non, quoi. Ils m'ont même pas répondu. Le jour où je suis rentré chez F1, j'ai fait un premier shooting avec eux. Et après 2 semaines, j'avais déjà des demandes d'interview, des doubles pages, des couvertures et ce genre de choses. Donc c'est vrai que tout seul, c'est pas possible. Et quand on a une marque qui pousse derrière le magazine, et en plus une grosse marque, ça aide vraiment à avoir une bonne couverture médiatique. Un autre point aussi où F1 m'aide beaucoup, donc forcément du matériel, donc du matériel de kitesurf. Donc c'est eux qui mettent à ma disposition donc Charles, comme je vous ai parlé avant. Et je pense que sans lui, j'aurais pas le matériel, j'aurais du bon matériel, mais du matériel qui ne serait pas adapté à mon style de navigation. Et donc ce ne serait pas optimal pour les compétitions et je ne ferais pas les résultats que je fais aujourd'hui. Donc forcément avec F1 il y a une relation d'un aspect financier, donc, comme avec toutes les marques ou dans n'importe quel sport, hein, c'est clair, mais il y a aussi autre chose que F1 m'apporte qui est vraiment bénéfique, donc, qui est justement cette présence dans les médias, sur les magazines, sur les réseaux sociaux. Cette mise à disposition donc, du matériel, c'est vraiment je prends ce que je veux et je fais ce que je veux, ça c'est vraiment pratique. Et un autre point aussi qui m'apporte, qui est, je dirais, peut-être un peu moins important, mais qui est vraiment sympa en fait. Eux, ils m'emmènent au shooting 2 fois par an, donc pour la collection hiver et pour la collection été. Donc la collection été, c'est des endroits que j'ai entre guillemets l'habitude de faire. Ça va pas être des endroits très originaux, donc ça va être l'île Maurice ou des endroits comme ça où il y a du soleil, des cocotiers, les plages, et voilà. Et donc, par contre, pour la collection hiver, ils m'emmènent dans des endroits plus originaux. Donc, par exemple, cette année, je suis parti 1 semaine au Canada, sur une île déserte, où il n'y avait rien. On avait un bateau, il y avait 3 riders, 2 photographes, une gazinière et un peu de matériel de kitesurf. Il n'y avait pas d'internet, pas de réseau téléphonique, rien du tout. On était vraiment coupé du monde pendant 1 semaine. Et quand j'ai reçu le mail de tiens, il faudrait que tu ailles là-bas et tout, au fin fond du Canada et tout, je me suis dit, mais je vais où quoi? Ça va être horrible, 1 semaine, pas de douche, pas d'internet et tout. Et en fait, je pense que ça a vraiment été le meilleur trip de ma vie. Parce que déjà, le fait de ne pas avoir internet, ça coupe un peu du monde. Mais du coup, tout le monde discute ensemble. Enfin, je pense qu'il y avait eu de l'internet, ça aurait vraiment été quelque chose de différent parce que du coup, personne discute
discutent entre eux et tout, alors que du coup là tout le monde était ensemble, tout le monde rigolait, on faisait plein de choses, on faisait un peu n'importe quoi parce qu'il n'y avait pas de monde, du coup on se faisait un peu chier, mais en fait pour finir c'était un super trip, ça a duré une semaine et ça a été vraiment le meilleur trip de ma vie alors que je m'y attendais pas du tout. Et la plupart des personnes qui étaient avec moi là-bas sur l'île, c'était pareil pour tout le monde, donc c'est vraiment un point que j'aime beaucoup chez Fun, c'est qu'ils me font vivre des expériences comme ça. Donc c'est assez enrichissant, donc forcément ni matériel, ni financier, ni tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui est assez sympa et c'est quelque chose que j'aurais jamais fait tout seul, c'est sûr que je ne serais jamais allé, mais en fait de l'avoir fait c'est vraiment cool. Pour finir, je voudrais vous parler de Jérôme. Donc Jérôme, c'est un Parisien qui est passionné de sport de glisse et que j'ai rencontré chez moi au Brésil. Il est venu là-bas en vacances avec sa famille. Au fil des échanges, j'ai bien échangé avec lui et j'ai vite pu remarquer qu'il partageait vraiment les mêmes valeurs que moi. Donc des valeurs de performance, bien sûr, mais des valeurs surtout de plaisir. Donc de réussir à performer en prenant du plaisir dans ce qu'on fait. Moi, je lui ai appris le strapless parce qu'il n'en faisait pas du tout à l'époque, donc je lui ai donné des petits tips et tout pour qu'il progresse. Et lui, d'un autre côté, il m'a fait partager, donc ça, je pense qu'on peut appeler ça success story, entre guillemets, qui est la création de AFD Tech. Je pense que j'ai vraiment beaucoup à apprendre de Jérôme donc, par la création de AFD Tech, où il a réussi à monter une entreprise, à la faire grandir en assez peu de temps et faire une entreprise qui est quand même assez prospère, et donc je pense que c'est quelque chose où j'ai beaucoup à apprendre de ça. Donc forcément avec AFD il y a un rapport financier comme avec F1 et comme avec toutes marques qui peuvent sponsoriser un sportif, mais je pense qu'AFD il m'apporte beaucoup plus que ça. Puis ça me permet vraiment de découvrir le monde de l'entreprise, de travailler avec des équipes, donc par exemple les équipes de la communication, où je travaille beaucoup avec eux, et c'est quelque chose que je n'aurais pas fait, j'aurais jamais découvert le monde de l'entreprise sans AFD, parce que j'aurais juste pas eu l'occasion de travailler avec des équipes, venir ici et vous parler de mon sport aussi, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, donc c'est vraiment un point qui est vraiment important pour moi. Un autre point pour lequel j'ai accepté donc, ce partenariat avec AFD, c'est que je trouve que Jérôme, donc, comme je vous dis, qui partageait les mêmes valeurs que moi, donc des valeurs de performance et surtout de plaisir, a vraiment réussi à les retransmettre dans son entreprise et à faire donc une entreprise forcément qui recherche la performance, mais aussi le plaisir au quotidien. En parlant d'AFD, je voulais vous présenter Alexis, donc, qui est en charge du recrutement dans cette entreprise et qui va vous en dire un peu plus. Merci beaucoup Camille. Juste petit sondage par rapport à celles d'entre vous qui n'ont pas levé la main sur la pratique de kitesurf. Qui sont ceux d'entre vous qui voudraient maintenant faire du kitesurf l'été prochain? Ça va, la concurrence commence à augmenter. Alors, pour les autres, rassurez-vous, l'objectif de notre présence ici n'était pas de faire en sorte que vous preniez tous kitesurf professionnel. Même si on a créé l'éducation, on sera les premiers ravis. Effectivement, comme le disait Camille, on l'a tout de suite, quand on a commencé à échanger un petit peu sur le partenariat, ce qu'on pouvait faire, comment ça pouvait se passer, ça a vraiment coulé de source qu'on puisse effectivement proposer aux écoles partenaires d'AFD, dont l'ISC fait partie, ce type d'intervention qu'on veut volontairement un peu décaler, venir parler d'une expérience originale et innovante qui est celle de Camille. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir pareil discuter avec des personnes qui ont un parcours tel que le sien. Et de pouvoir venir vous passer des messages. Et le principal message aujourd'hui qui nous paraissait intéressant, c'était de dire qu'il faut rester ouvert à l'échange, ouvert au partage, ouvert à la discussion et à la curiosité avec toutes les personnes que vous pouvez rencontrer. Et aussi parce que c'est à travers cet échange-là que vous allez pouvoir découvrir des choses que vous n'auriez jamais imaginées. La notion de prendre du plaisir dans ce qu'on fait est vitale, et je pense que ça vous parle à tous, de même que la notion de mentor. Ce qu'on appelle les wingmen ou les mentors, c'est la même chose. Je vous souhaite, enfin, j'espère en tout cas, que vous avez tous déjà rencontré quelqu'un ou que Camille fait quelque chose où vous avez une décision difficile à prendre, où vous avez, difficile ou importante ou structurante,
Par exemple, est-ce que je vais à l'ISC, est-ce que je vais en faculté, est-ce que je fais une école d'ingénieur, une école de commerce? Il y a des réflexions qu'on peut se poser, enfin qu'on doit se poser, je pense, et sur lesquelles on a besoin quand même d'être un petit peu supporté, aidé et conseillé. Et typiquement, ces personnes-là, pour ces exemples assez concrets, c'est ce qu'on va appeler nous des mentors. Aujourd'hui, la démarche dans laquelle on va être positionné avec AFD, c'est la même logique. C'est-à-dire globalement, dans votre vie professionnelle, et pour certains d'entre vous, ça va être dans quelques mois, pour d'autres dans quelques années, mais vous allez avoir un choix structurant dans votre vie qui va se présenter à vous, c'est de choisir votre première entreprise. Choisir sa première entreprise, ça ne se fait pas à la légère, c'est une décision qui est importante, qui peut aussi être stressante, d'où l'important de s'assurer qu'auparavant, on a pu échanger avec un maximum de personnes, que ce soit effectivement à l'école, des professeurs, des conseillers ou autres, mais également de rencontrer du monde. Quand je dis rencontrer du monde, c'est rencontrer une société. Je ne suis pas en train de vous dire venez chez AFD Tech et vous ne ferez que du AFD Tech. Au contraire, je dis rencontrer plusieurs entreprises. En rencontrant plusieurs entreprises, vous allez pouvoir vous dire ok, je m'y retrouve là. Là, c'est les bonnes valeurs, c'est les valeurs dans lesquelles je sais que je vais pouvoir m'épanouir. Les sujets, les missions, le secteur sur lequel ils vont intervenir me plaît. Donc je vais pouvoir intervenir, enfin donc je vais pouvoir aller travailler avec eux. Et après il y a la partie valeur, ça, chacun a une sienne et se retrouve ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous on a cette espèce de démarche de se dire, pensons en dehors du cadre. Ne nous limitons pas à se dire, bah tiens, je vois quelqu'un qui a fait une école de commerce, donc forcément ce sera un commercial. Je vois quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, donc forcément il sera concepteur, développeur ou autre. Nous on se force à avoir la démarche inverse, qui est de se dire, écoutons ce que la personne a à nous raconter, et voyons par rapport à ce qu'elle a envie de faire, à ses compétences, à ses expériences, là où, par rapport à la multitude de postes qu'on peut avoir ouverts, ce sur quoi il pourrait s'épanouir le plus possible. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, on a dans la population commerciale chez AFD Tech un certain nombre d'ingénieurs, par exemple. Des personnes qui ne sont pas forcément évidemment en train de se dire, quand ils sont rentrés en école d'ingé, bah tiens, quand je vais sortir dans 5 ans, je voudrais être commercial. Ils sont commerciaux, et la plupart d'entre eux d'ailleurs marchent bien en équipe. À l'inverse, on sort d'une école de commerce, il y a plein d'autres choses super intéressantes dans une entreprise qui peuvent être ouvertes à vous, et pas uniquement une démarche pour être un peu caricaturale commerciale. Le message qu'on veut porter, c'est sortons du cadre, et c'est un petit peu notre motto, comme je le disais tout à l'heure, sortons du cadre, et surtout ouvrons-nous, sortons des sentiers battus, sortons des idées toutes faites, comme quoi, bah voilà, l'exemple que je vous prenais, j'ai fait tel type de formation, donc forcément je vais devoir aller. Pour que vous puissiez vous aussi de votre côté prendre cette décision-là, ce qui est important, c'est que vous puissiez partager. Et c'est ça qu'on voudrait aujourd'hui faire passer, c'est que dans une entreprise, vous allez avoir des fonctions qui sont plus naturellement propices à vous faire rencontrer un mentor. Je vous souhaite à tous, comment dans votre carrière professionnelle, un de vos managers joue ce rôle. Un bon manager, il doit vous accompagner. Un bon manager, il doit vous pousser sur des sujets sur lesquels vous ne serez peut-être jamais allé, parce que vous n'y croyez pas, parce que vous ne pensez pas avoir les compétences, parce que vous avez peur, tout simplement, ce qui est assez légitime, mais parce qu'il vous connaît bien, parce qu'il sait de quoi vous êtes capable, parce qu'il va vous accompagner, vous coacher, vous proposer de la formation par exemple, ben vous allez monter sur ces sujets un petit peu compliqués et challenging que vous pouviez imaginer, et puis vous révéler, monter en compétences très rapidement, et puis avoir acquis en l'espace de 6 mois ou d'1 an un nombre de compétences et de skills vraiment intéressants. Pour continuer dans ce type de fonction-là, on va avoir chez AFD tout un pôle carrière pour accompagner les collaborateurs et les consultants. Le pôle carrière, il a vocation à vous ouvrir aussi un petit peu les yeux sur les typologies de formation, sur les passerelles qu'il va y avoir entre les différents métiers. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je ne rentre pas en tant que commercial pour finir ma vie professionnelle dans 40, 45 ans en tant que commercial. Il y a plein de choses à faire. On va changer tous 5, 6, 10 fois de métier. Et pour pouvoir changer de métier, pour pouvoir avoir cette idée, il faut que quelqu'un vous dise t'as pensé à quel type de job? Je te verrais bien sur tel type de fonction. Le management de projet, c'est quelque chose qui peut te... Et puis on échange, on s'en filme, on discute, on partage, et puis on se lance. En tout cas, c'est la vision que nous on a chez AFD Tech, qui est de se dire, aussi bien vis-à-vis de nos candidats, comme vous l'aurez compris, que vis-à-vis de nos consultants, d'essayer d'être un maximum dans cette approche-là. Ces messages qu'on passe bien évidemment à nos managers, le message qu'on tient tant sur la partie recrutement que la partie carrière, parce que comme j'ai pu le dire, c'est indispensable pour nous. Et puis pour illustrer ça,
on a créé il y a une bonne année de ça, un endroit qu'on appelle le lobby. Le lobby, c'est, je ne sais pas s'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont eu l'occasion de venir chez AFD Tech avant aujourd'hui, c'est l'endroit où les candidats, l'endroit où les clients, l'endroit où les prospects vont attendre que l'interlocuteur AFD vienne les chercher. C'est un endroit qui est sympa, confortable, convivial, avec des écrans plasma, avec des canapés, avec la vue sur les Champs-Élysées, avec un bar pour pouvoir se poser, travailler de façon un petit peu différente avec ses collaborateurs. Et on a créé, l'AS Communication a créé ce lieu pour que ça en soit justement un vrai lieu de partage. De candidats, on fait une fois par mois, un événement de candidats de façon totalement informelle qui va réunir des consultants, va réunir des candidats, va réunir des recruteurs, va réunir des commerciaux pour que chacun puisse discuter. Et vous allez peut-être parler avec un commercial, vous ne serez jamais commercial, avec un consultant, vous ne serez jamais consultant sur la partie télécom, mais ça nous permet de prendre un peu de temps ensemble, d'échanger, puis de se dire, une fois de plus, est-ce que je me projette dans cette entreprise? On fait le même type d'événement avec des interlocuteurs externes. Typiquement, il y a des conférences qui sont organisées pour les collaborateurs AFD, toujours dans cette logique de sortir un peu du cadre, de s'aérer un petit peu l'esprit, de voir autre chose, de sortir un peu le nez du guidon, avec un jeune start-upper qui a monté sa start-up il y a quelques années et qui va venir nous expliquer, voilà, aujourd'hui, comment à 26 ans, il a monté sa start-up, par quoi il est passé, ce qui l'a plu et surtout, ce qui l'a motivé. Ça fait que 15 personnes lui ont dit arrête, tu n'y arriveras pas, il est allé au bout de son truc, parce qu'il a aussi eu des personnes qui lui ont dit vas-y, va au bout, et il y est arrivé. Une personne qui est venue nous faire toute une conférence sur l'ubérisation, j'ai un petit peu du moment. Donc c'est vraiment cette démarche d'ouverture, partageons, échangeons, et puis surtout, faisons ce qui nous plaît. Voilà ce qu'on voulait vous dire avec Camille. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, j'espère aussi que ça vous aura donné une vision un petit peu plus ouverte de ce qu'est le monde du travail. Et puis bien évidemment, on reste à votre disposition pour répondre aux différentes questions que vous auriez sur le kite, sur AFD Tech, sur les destinations de voyage, enfin, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci. J'en aurais une, est-ce que tu as du temps pour toi? Un petit peu, ouais. Parce que déjà, c'est magnifique tout ce que tu fais, mais et heureusement, tu es bien entouré. Je crois que c'est une vraie clé dans la vie d'être bien entouré. Non, si, j'ai quand même. J'arrive justement, vu que je suis bien entouré, j'arrive à me dégager quand même un peu de temps pour action. Si je n'étais pas entouré comme je suis, ça serait pas forcément super. Il y a combien de pratiquants de kitesurf après? Alors ça, je ne sais pas les chiffres exacts. J'en ai aucune idée. Mais on se rappelait, ça ne peut pas l'avoir. Tant que ça, si. Alors ça augmente, donc le nombre de pratiquants en général en kite augmente, le nombre de pratiquants en strapless augmente et le nombre de pratiquants en twin tip baisse, mais il y a quand même il y a encore un écart entre les deux qui est assez important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les activités principales de AFD Tech? Bien sûr, je suis là pour ça. Donc AFD Tech, on est une société de service. Est-ce que vous voyez tous ce qu'est une société de service? En gros, on va avoir des consultants, on va recruter des consultants qu'on va effectivement envoyer chez des clients pour résoudre des problématiques bien identifiées. L'activité de AFD Tech, on a été pendant une grosse quinzaine d'années focus sur toute la partie télécom. On intervenait chez les principaux opérateurs que vous connaissez tous. Et là, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on est vraiment dans une logique d'ouverture et de diversification. C'est-à-dire qu'on va passer sur des sujets plus IT, que ce soit de l'applicatif, que ce soit du réseau, de l'infrastructure, du réseau informatique, pour pouvoir effectivement élargir un petit peu notre scope et puis surtout avoir un relais de croissance qui soit important. Typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, on ne travaille que sur des grands comptes. On va travailler avec Bouygues, SFR, Orange. Maintenant, on va pouvoir faire de l'IT chez Orange. Par contre, on va aussi surtout pouvoir adresser de nouveaux comptes avec cette casquette IT et non télécom que serait la banque, qui est la défense, qui est l'énergie, qui est le transport, etc. Donc aujourd'hui, on va être 1000 collaborateurs. On va avoir un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent à Nantes, à Lyon, à Paris, au Maroc et en Belgique.
Donc voilà, notre activité est très variée, tant sur des profils techniciens télécom, chefs de projet, commerce, toute la partie siège et aussi un gros pool de recrutement, les équipes recrutement, les équipes commerciales. Donc on a vraiment un scope de profils qui sont très variés. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. C'est clair? Il ne faut pas hésiter. Moi j'ai une question, dans quel domaine vous recrutez vos stagiaires qui sortent de l'école de commerce et c'est quoi les postes que vous proposez un petit peu? Alors sur la partie commerce pure, on va être sur, classiquement aussi sur des fonctions commerciales, donc tout ce qui est business développement, business management. On a des profils de recruteurs qui viennent aussi d'écoles de commerce. Et puis après, en fonction des appétences et des expériences faites par le passé dans vos stages, dans votre alternance pour certains, ça peut aussi être des logiques de ce qu'on appelle consultant à maîtrise d'ouvrage, donc avoir une notion plus métier vis-à-vis du client, ou des sujets effectivement de management de projet. Junior, certes. Et une fois de plus, je pense que ce qu'on dit tout à l'heure est important. On ne va pas forcément s'arrêter à une typologie de poste parce que vous êtes une école de commerce. Le but est de pouvoir essayer d'élargir un maximum. Et en tout cas, il y a quelque chose qu'on met en place et qu'on met en œuvre, c'est pas au quotidien, c'est très souvent, c'est de se dire que globalement, il ne faut pas attendre d'avoir un besoin ou un poste ouvert pour recruter la personne qu'on va avoir en face de soi si vraiment effectivement elle est bonne et qu'elle peut nous apporter quelque chose. Dit autrement, c'est pas parce qu'on a un poste ouvert qu'on rencontre quelqu'un, on peut aussi rencontrer quelqu'un parce que au téléphone l'échange s'est bien passé et qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus justement. C'est tout ce qu'on vous précisait. Et en vous connaissant un peu mieux, en discutant avec vous, on peut aussi être amené à se dire on n'a pas de poste ouvert aujourd'hui sur la partie commerciale, on va en créer un, on va faire bouger les lignes, on va faire bouger l'organisation parce que un tel a quelque chose à nous apporter. Et on l'a déjà fait régulièrement. Et dit autrement, je vais rebondir là-dessus, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas forcément intéressé par AFD ou d'autres entreprises qui vont venir vous présenter leur métier ou leur société qu'il ne faut pas venir les rencontrer. Parce que c'est comme ça, ce que je disais en début d'année, c'est comme ça qu'on crée un réseau, qu'on rencontre des gens, et le jour en fait où eux auront peut-être une opportunité, ils se rappelleront de vous, de ce qui vous étiez, sur quoi vous avez échangé, et ainsi vous les rappellerez. Et puis surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça vous donne ça vous ouvre quoi. Ouais. Ça vous donne des idées. Mais évidemment, c'est sûr que j'ai pas la prétention de tout connaître, je connais pas toutes les sociétés. Quand on a une conférence qui est organisée dans nos locaux, ça permet de découvrir un nouveau sujet, un nouveau métier, même si c'est comme transformer demain en Uberman. Mais voir comment ça fonctionne, comment fonctionne le concept, comment est-ce qu'il a été déployé sur d'autres secteurs d'activité que uniquement le côté taxi. Enfin, ça donne vraiment et moi c'est quelque chose sur lequel en tout cas on milite, s'ouvrir l'esprit. Avoir vraiment et ça encore plus à votre âge. Ça va vous ouvrir le champ des possibles et après vous serez sûr, pratiquement sûr, que les choix que vous allez faire sur ces points-là importants, ils seront de toute façon éclairés, parce que vous aurez vu différentes choses. Je suis désolé, mais AFD attire plus que le fait. Ouais. Je vois ça. C'est étonnant. Moi, j'ai une question. Ouais. Tu t'entraînes en France aussi ou pas? Je suis mangé jamais. J'ai dû en jamais. Là, juste après là, je descends dans le sud de la France, à Montpellier, pour tester du matériel. Ouais, exactement, pendant quelques jours. Mais c'est le seul moment de l'année où je vais faire du kite en France. Sinon, c'est jamais. Ça m'arrive jamais. Du coup, tu vas faire quoi comme étude? Alors, la question est pas mal, je trouve, parce que jusqu'au 25 août, en fait, j'étais parti pour faire ma SIT et un TOEFL pendant 1 an. Je me suis dit, je vais passer ça cette année, la préparation des deux va pas me prendre 1 an, donc je peux encore faire du kite pas mal et tout. Et après partir sur une business school aux États-Unis. Et c'était vraiment l'idée de départ. Et en fait, quand Jérôme était en vacances cet été, j'ai discuté, donc le 25 août, j'ai discuté avec lui, il m'a dit ouais mais tu sais, une fois que tu auras fait ton année, il va falloir que tu partes aux États-Unis, faire des études, tout ça, et le kite ça va s'arrêter, même si tu vas pouvoir continuer, tu ne pourras pas t'entraîner autant, tu ne progresseras pas, tu continueras pas à monter dans les classements. Donc ça va s'arrêter. Je dis ouais c'est pas faux et tout, mais là le 25 août, il est un peu tard pour s'inscrire quelque part ou pour changer d'idée et tout. Et en fait j'ai bien regardé, et donc actuellement je fais un BTS en commerce international avec le CNED, et j'ai contacté des écoles, donc après mes 2 ans de BTS, j'ai une école qui va me prendre en bachelor, parce que le CNED ne fait pas de bachelor. J'ai une école qui va pouvoir me faire
un programme justement à distance pendant 1 an de bachelor. Du coup, j'aurais fait 3 ans de kite, de diplômes qui ne sont pas forcément très qualifiants, mais j'ai regardé aussi, il y a des passerelles vers des cursus après grande école. Donc comme ça me permettra de rebasculer vers un cursus normal entre guillemets, donc que ce soit en France ou aux États-Unis. Et je ne perds pas 3 ans à faire du kite et à rien faire, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais pas envie de faire, de quitter complètement mes études, parce que j'ai justement quelqu'un que je connais qui a 32 ans, qui 35 ans, qui maintenant est juge sur le tour mondial, qui a arrêté justement ses études pendant, il m'a dit 4 je crois, ou 5 ans, pour faire du kite justement. Et quand il s'est remis dedans, il a dit que c'était horrible de se remettre dans le moule et tout ça, de continuer à bosser. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de ne pas arrêter du tout, et donc de continuer à faire quelque chose, et c'est la meilleure solution que Et tout à distance donc, pendant tout à 3 ans. distance. Ouais. Du coup, ça me libère 3 ans de kite, et après, je pense un peu une école. Une discipline toi-même, une autodiscipline pour te mettre à tes cours à la maison. Ouais, je le fais maintenant depuis quelques années. Je le fais depuis que, je sais pas, je vais avoir 15 ans, qu'on habite au Brésil, il n'y a pas d'école française, de bonne école française où on est. Du coup, je faisais déjà le CNED. Et ça permettait, je sais comment ça fonctionne, que ce soit un BTS ou j'ai fait un bac S avec une terminale ou n'importe quoi, c'est les mêmes. Et t'as fait tout à distance ça? Ouais, j'ai tout fait à distance. Ouais. C'est le même format de cours, donc en fait ça change pas grand chose pour moi, et c'est vrai que c'est assez pratique. Ouais. Mais c'est une discipline aussi. C'est pas mal de disciplines. On n'a pas l'environnement d'une école, on n'a pas l'environnement. Non, il faut arriver à se motiver. C'est ça. Ouais. Et ça, tu y arrivais comment? Parce qu'il y en a déjà dans les écoles qui ont du mal à se motiver dans un cours. Comment vous êtes là, c'est pas pour vous que. Déjà, les journées de travail, moi, mes journées de travail avec le CNED sont vachement plus adaptées que quand on va au lycée, par exemple. Et au lycée, il reste toute la journée en classe. Moi, je travaillais 3 heures par jour. Grand maximum, je restais 4 heures derrière mon ordinateur. Et en faisant ça, Et c'était efficace, quoi. Ouais, c'était efficace, je perdais pas de temps et le programme était largement fait sur l'année. Donc, déjà, c'est plus facile de se motiver quand on se dit je vais travailler 3 heures et après je peux aller kiter, que je vais travailler toute la journée à mon bureau derrière mon ordinateur. Ouais. Donc, ça, c'est une grosse part, je trouve, du truc. De motivation. Ouais. Je comprends. Et ta journée type, du coup, elle ressemble à quoi? Souvent, ce que je fais, c'est que je travaille mes cours le matin. Parce que comme ça, je me dis après, c'est fait, je vais pas à me remettre dedans, parce que j'ai déjà essayé de faire des trucs là, et j'ai pas passé mon courage après avoir quitté. Et après avoir fait du sport, il faut se remettre dans ses cours, qu'il soit 22h ou qu'il soit 15h, pas le courage. Du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie de me lever assez tôt. Et tout ça, je travaille, donc, comme je l'ai dit, 3 à 4 heures de cours. Et une fois que ces 3-4 heures de cours sont faits, je referme l'ordi et je peux passer à autre chose. Et donc après, je fais mes cours, je vais faire du kite, et en rentrant du kite, je vais faire du sport. Souvent, c'est un peu comme ça que c'est organisé quand je suis chez moi. Après, quand je suis en compétition, comme quand je suis à Paris ou dans des endroits comme ça, pour des meetings, des shootings, forcément, le temps il est un peu bousculé, mais c'est comme ça, normalement, que j'essaie d'organiser le journée. Tu veux pas travailler dans le kite plus tard? Je sais pas encore. Donc, il y a beaucoup de pros en kite qui finissent prof de kite. Et à 40 ans, ils donnent des cours sur un plage, du soleil, et tout ça, et ça, c'est vraiment le truc que je fuis, quoi. J'ai pas du tout envie de faire. Donc, si l'occasion se présente de travailler dans le monde du kite, donc moi, j'aimerais bien monter mon entreprise. En tout cas, j'ai pas envie d'être salarié. Et donc, si l'occasion se présente, j'aimerais bien peut-être monter une marque de kite en collaboration avec une autre entreprise qui est déjà dans le sport. Donc, par exemple, j'ai eu des idées comme Salomon ou Rossignol qui sont dans l'outdoor, dans le ski, ce genre de choses dans la montagne, qui sont des grosses entreprises, donc qui auraient le budget de monter une marque de kite. Et maintenant, il y a tellement des grosses marques de kite que si on arrive comme ça et qu'on essaie de vendre 3 kites, en 2 ans, la marque n'existe plus, quoi. Mais si on arrive avec un vrai gros budget, un vrai business plan derrière, il y a moyen d'arriver à s'intégrer justement sur le marché du kite. Donc après, si l'opportunité se présente, je ferai ça ou quelque chose dans ce style, donc dans le monde du kite. Et si j'ai pas d'opportunité, je quitterai complètement le monde du kitesurf et je ferai autre chose, ça me dérangera pas. Donc tu disais 3-4 heures le matin, Ouais. 5-6 l'après-midi, Ouais. 2 heures de sport. Ouais. Ça te fait... Tu dors pas? Si, c'est des... En
fait, ce qui se passe, c'est qu'au Brésil, le soleil se lève super tôt, et du coup, on vit avec le soleil, donc je me lève tôt, mais enfin, je me lève vers, je sais pas, 5h30, et tout comme ça. Mais au Brésil, pas y aller pour te repartir. Ça, c'est pas vous. mais au Brésil, c'est pas choquant en fait, parce que la vie commence à tôt comme ça, donc je me lève. Donc si même à 6h je suis au boulot, à 10h maximum j'ai terminé quoi. Donc les journées se passent, ça va, ça se passe plutôt pas mal. Il se couche tôt par contre le soleil, non 18h? Ouais. T'es où? Dans quel coin au Brésil? Je suis dans le nord-est du Brésil, je sais pas si tu connais un peu le Brésil. Ouais. Tu vois où c'est Fortaleza? Voilà, et bah 3-4 heures de 4x4 de Fortaleza. Ouais, moi j'ai des cousins à São Paulo, ils m'ont dit que le Brésil c'est un peu. Enfin, je voulais les voir, je les avais rencontrés. Ouais. Ils m'ont dit c'est mieux qu'ils viennent à Paris parce que c'est un peu. Bah São Paulo. Moi j'aimerais trop. Ouais, moi j'ai déjà vu des. En vrai, je suis jamais allé, j'ai fait des vidéos, mais São Paulo, j'ai jamais fait, j'ai vu des photos. C'est d'un avion, et l'avion il est en l'air, et sur la ligne d'horizon, c'est des immeubles, quoi. C'est vraiment la grosse ville énorme, avec pas mal de criminalité. Et moi, ça va, pour l'instant, je suis à l'abri, c'est assez à l'écart. Mais en fait, c'est vraiment touristique. Et où je suis, en fait, donc depuis Fortaleza et sur les 1000 km qu'il y a au nord de Fortaleza, toute la côte, là, il y a du vent qui arrive. Il y a une sorte de thermique qui se met en place. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a du vent tous les jours, tout le temps, quasiment toute l'année. Donc ça attire beaucoup de touristes, donc justement, qui viennent faire soit du kite, soit du windsurf. Donc c'est très touristique, il n'y a pas de problème de sujet. C'était une famille de kiteurs du coup? Ouais, alors en fait, mes parents habitent au Brésil. Ils ont un hôtel là-bas et ils font du kite. Enfin, toute la famille fait du kite. Leur fils. Ouais, c'est ça, ouais. D'autres questions? Tout est clair? Merci beaucoup en tout cas pour votre venue. On espère que ça vous a apporté quelque chose. Et puis bon courage pour cette année. Merci à vous.